Salut la team ancienne star. Un journaliste arrogant, sûr de sa supériorité, a tenté d'humilier Bruce Lee en direct. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Ce type n'avait aucune idée qu'il affrontait un véritable génie. Nous sommes en 1971, à Los Angeles, par une après-midi brûlante. Dans le studio 8B, la tension est palpable. Harold Jennings, 53 ans, se tient dans la loge, ajustant sa cravate avec un sourire narquois. Ce vétéran de la télévision, avec son accent britannique ciselé, son sarcasme affûté et sa capacité à déstabiliser les invités les plus confiants, est une légende dans son domaine. J'ai interviewé des chefs d'État et des lauréats du Nobel, ricane-t-il, jambes écartées dans une posture militaire. Ce gamin du kung-fu ne tiendra pas 5 minutes. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous vibrez pour les histoires de légende, et partagez cette vidéo avec les fans de Bruce Lee. Prêt à plonger dans cet affrontement épique? Accrochez-vous, ça va être intense. Dehors, la chaleur est aveuglante, mais à l'intérieur du studio, les projecteurs brûlent encore plus fort. Harold Jennings, avec 3 décennies de télévision derrière lui, arbore un rictus permanent, forgé par des années à démonter ses invités. Aujourd'hui, il croit que ce sera une formalité. Bruce Lee, pense-t-il, n'est qu'un artiste martial qui surfe sur une vague de popularité avec ses coups de pied spectaculaires et ses contrats à Hollywood. Harold n'avait même pas envie de faire cette interview. Quand le studio lui a parlé de la popularité croissante de Bruce, il a accepté à contre-cœur, voyant là une occasion de remettre ce soi-disant héros d'action à sa place. À quelques mètres, Mélanie, une jeune assistante réalisatrice d'accent grave peine 20 ans, serre son clipboard, nerveuse. Elle jette un œil à Bruce Lee, qui s'étire calmement, vêtu d'un costume gris sobre et de mocassins noirs. À 30 ans, il dégage une sérénité presque surnaturelle, comme si rien ne pouvait l'ébranler. J'ai entendu dire qu'il a entraîné Steve McQueen et James Coburn, murmure-t-elle à Joe, le caméraman. Ouais, répond Joe, mais Harold pense que c'est juste un cascadeur avec une bonne équipe de communication. 10 minutes avant le direct, Harold s'approche de Bruce, un sourire en coin. Alors, dit-il en gesticulant, j'ai entendu que vous cassez des planches avec vos doigts. Vous comptez démolir la table basse si je pose une question trop profonde? Bruce sourit poliment. Je préfère la conversation à la confrontation. Oh! Rit Harold. Spirituel, en plus. Ça va être amusant. En s'éloignant, il lance un regard satisfait, certain de dominer l'échange. Mélanie, inquiète, chuchote à Bruce. Ne faites pas attention à lui, il aime juste provoquer. Bruce répond doucement. Je ne suis pas un ours. Je suis de l'eau. Mélanie fronce les sourcils, perplexe, mais quelque chose dans sa voix lui donne des frissons. Le rideau s'ouvre, le panneau « Direct » s'allume. Une quarantaine de spectateurs attendent en silence. Bienvenue dans Evening Reflection, où nous allons au-delà des gros titres, annonce la voix du présentateur. Je suis Harold Jennings. Ce soir, je reçois une star internationale de l'action et maître des arts martiaux, Monsieur Bruce Lee. Les applaudissements emplissent la salle. Bruce avance sur le tapis, s'incline légèrement vers le public et prend place. Harold, les yeux brillants, sent l'opportunité. Monsieur Lee, dit-il avec un sourire acéré, vous éblouissez le public avec vos coups de pied et vos scènes torse nu, mais parlons de fond. Avez-vous autre chose à offrir qu'un prochain film d'action? Mélanie relève les yeux de son clipboard. L'attaque commence. Bruce, impassible, ajuste un bouton de sa veste et répond sans ciller. Ce n'est pas du combat, c'est de l'apprentissage, dit-il. Le combat, c'est vaincre quelqu'un d'autre. Les arts martiaux, c'est vaincre ses propres limites. Le public murmure, quelques têtes hochent, des regards curieux s'échangent. Harold rit, dédaigneux. Poétique, je vous l'accorde. Mais quand vous projetez quelqu'un par-dessus votre épaule, vous pensez à vos limites ou à votre chorégraphie. Bruce marque une pause, comme pour offrir à Harold le respect du silence avant de le corriger. Je pense à l'équilibre, au flux, au timing. Pas pour avoir l'air impressionnant, mais pour exprimer quelque chose de vrai à travers le mouvement. Harold riposte, on dirait une danse. Ça peut l'être, répond Bruce. Mais c'est aussi la survie, et la survie est la chose la plus honnête qui soit. Une tension subtile envahit la pièce. Le public se penche en avant. Joe, Mélanie, même le technicien lumière,
cesse de travailler pour regarder. Harold passe à l'attaque suivante. Vous parlez souvent d'être comme l'eau. Ça sonne bien dans un biscuit chinois, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Bruce se tourne légèrement, croisant le regard de Harold pour la première fois sans voile de politesse. L'eau s'adapte, dit-il. Versez-la dans une tasse, elle devient la tasse. Versez-la dans une théière, elle devient la théière. L'eau est humble, mais assez forte pour user les montagnes. Un silence stupéfait suit. Même Harold cligne des yeux, déstabilisé par la vivacité de la métaphore. C'est très philosophique pour quelqu'un connu pour défoncer des murs, marmonne-t-il, cherchant à reprendre pied. Bruce s'adosse calmement. C'est parce que vous ne voyez que le coup. Vous n'avez pas vu les années de discipline silencieuse derrière. Mélanie griffonne la phrase sur son carnet, la soulignant 2 fois, instinctivement. Harold change d'angle. D'accord, admettons. Mais les arts martiaux ne sont-ils pas intrinsèquement violents? Vous parlez de discipline, mais au fond, c'est du combat. Bruce reste imperturbable. La violence, c'est l'abus de la puissance. Les arts martiaux enseignent le contrôle du corps, de l'ego et de l'instinct de réagir. La mâchoire de Harold se crispe. L'interview ne se déroule pas comme prévu. Bruce, sans élever la voix, sans transpirer, retourne subtilement la situation. Il démonte l'approche de Harold avec une précision chirurgicale. Sentant qu'il perd du terrain, Harold pousse plus loin. Soyons honnêtes, vous êtes à Hollywood maintenant. Vous empochez des chèques. Toute cette philosophie, n'est-ce pas juste du marketing pour rendre la violence noble? Bruce sourit, mais cette fois, son sourire est plus acéré. Si je voulais vendre de la violence, je ne citerais pas la Aussie. Je vendrais des gants. Le public éclate de rire. Harold, pour la première fois, semble ébranlé. La lumière des projecteurs accentue la rougeur de son visage. Il change de tactique. Élevons le niveau, dit-il avec un enthousiasme fin, feuilletant ses fiches bleues. Vous êtes connu pour vos dictons orientaux, mais avez-vous déjà abordé la philosophie occidentale? Sans attendre, il enchaîne, parlons de Descartes. Connaissez-vous cogito, ergo sum? Bruce hoche la tête. Je pense, donc je suis. Harold hausse un sourcil, surpris. Intéressant. Et Kant? Il a dit que les Lumières, c'est la sortie de l'homme de son immaturité autoproclamée. Bruce répond calmement, mais la connaissance seule ne suffit pas. Ce qui est dangereux, c'est quand l'intellect devient arrogance, quand quelqu'un sait juste assez pour croire qu'il a compris le monde. C'est un coup subtil, élégant, sans colère ni insulte. Tout le monde dans la salle, l'équipe, les producteurs, le public sent la puissance de ces mots. Harold tente de reprendre le contrôle. Alors, vous lisez Kant et Descartes entre 2 leçons de nunchaku? Dit-il en riant, espérant désamorcer. Bruce rit doucement. J'ai aussi étudié la psychologie à l'université de Washington. Je passais des heures en bibliothèque. J'avais un carnet où je notais mes pensées pendant l'entraînement. Mélanie, en coulisses, est stupéfaite. Elle n'avait rien vu sur son passé académique dans les fiches de préparation. Harold insiste, et la science? La physique? Les acteurs évitent souvent ce terrain. Bruce répond sans hésiter. Newton a dit qu'un objet en mouvement reste en mouvement. C'est chaque coup que je porte. Mais il a aussi dit que chaque action a une réaction égale et opposée. C'est pourquoi j'entraîne mon esprit à répondre, pas à réagir. Il se penche légèrement, fixant Harold. Je ne sépare pas le corps et l'esprit comme certains le font. Les arts martiaux, c'est la science du corps. La philosophie, c'est le langage de l'esprit. Je traduis entre les deux. Un silence révérencieux envahit la salle. Harold remue sur son siège, ses fiches devenant inutiles face à la clarté de Bruce. Joe chuchote à Mélanie. Ce n'est plus une interview, c'est une leçon sur la gestion de la pression. Mélanie hoche la tête, notant une autre citation. Bruce parle maintenant non pas seulement comme un artiste martial, mais comme un homme ayant affronté la discrimination, le rejet, les échecs. Je suis né à San Francisco, dit-il. J'ai grandi à Hong Kong. Puis je suis revenu dans un pays qui ne savait pas quoi faire de quelqu'un comme moi. Harold se fige un instant à la mention de la race. Je n'étais pas assez blanc pour être le héros, poursuit Bruce, ni assez étranger pour être le méchant. J'ai vécu entre les deux, alors j'ai tracé mon propre chemin. La salle est immobile.
Bruce parle avec douceur, sans amertume, mais avec une vérité brute. J'ai commencé à enseigner les arts martiaux à tous, noirs, blancs, asiatiques, latinos, parce que le corps ignore la couleur, il ne connaît que le rythme, la douleur, la croissance. Harold, sans argument à opposer, reste silencieux. Bruce enchaîne. J'ai lu que le but de l'éducation n'est pas de remplir un seau, mais d'allumer un feu. Les arts martiaux ont fait ça pour moi. Ils m'ont appris à penser, pas quoi penser. Harold reconnaît la citation de John Dewey, souvent citée dans les cercles académiques. Vous venez de citer Dewey? Demande-t-il, incrédule. Bruce acquiesce nonchalamment. J'aime ses idées sur l'apprentissage par l'expérience. C'est ainsi que j'enseigne. On n'apprend pas à ressentir un coup dans un manuel. Harold, presque souriant, est déconcerté. Bruce parle maintenant de son développement du Jeet Kune Do, non comme un style, mais comme une philosophie. Absorber ce qui est utile, rejeter ce qui ne l'est pas, et ajouter ce qui est unique à soi, dit-il. Harold murmure, on dirait du jazz. Bruce sourit. Exactement. Une liberté structurée. C'est ça, le génie. Ce mot flotte dans l'air. Vous avez appris cette citation par cœur? Demande Harold, mi-amusé. Bruce répond calmement. Non, je l'ai écrite. Un silence assourdissant suit. Ce moment brise quelque chose en Harold. Pour la première fois en 30 ans, il ne sait plus quoi dire. Il jette un regard vers la régie, où même les producteurs semblent figés. Le voyant rouge du direct clignote, le monde regarde, et Harold est à court de coups. Vous l'avez écrite, répète-t-il doucement. Bruce hoche la tête. Je l'ai écrite après avoir vu un élève lutter avec son équilibre. Il imitait les autres. Alors je lui ai dit, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, et ajoute ce qui est unique à toi. Harold déglutit. Cette citation, qu'un collègue lui avait montrée 2 semaines plus tôt dans un pamphlet, lui avait semblé risible, une poésie orientale pour âme perdue. Maintenant, face à Bruce, il comprend son erreur. Je crois, dit-il prudemment, que les gens voient votre corps avant d'entendre votre esprit. C'est pourquoi je parle doucement, répond Bruce. Pour m'assurer qu'on m'écoute vraiment. Un silence respectueux s'installe, gagné par la vérité. Le public, jusque-là silencieux, commence à applaudir doucement, d'abord au fond, puis partout. Ce n'est pas pour le spectacle, mais pour l'authenticité. Harold tapote son stylo, non plus par arrogance, mais pour assimiler ce qui se passe. Il attrape une dernière fiche, une question piège qu'il avait prévue pour déstabiliser Bruce. Vous avez dit un jour que se connaître, c'est s'observer en action avec autrui. Qu'est-ce que cela signifie? Bruce ne scie pas. Ça veut dire qu'on ne découvre pas qui on est en restant seul dans le silence. On le découvre dans le conflit, l'amour, la conversation. Nous sommes révélés par nos connexions. Et là, maintenant? Demande Harold, presque à voix basse. Bruce sourit. Juste assez. Que la vérité n'est jamais bruyante. Et que l'humilité est souvent confondue avec la faiblesse. C'est le moment où Harold comprend enfin. Bruce Lee est un génie, et il est passé à côté, non parce que Bruce le cachait, mais parce qu'il n'a pas regardé assez attentivement. L'interview se termine sans crescendo bruyant, mais avec une révérence. Bruce se lève, s'incline légèrement vers Harold et le public. Harold, brisant ses habitudes d'ego, se lève aussi et s'incline en retour. Ce n'est pas prévu, mais c'est sincère. Le voyant rouge s'éteint. Le moment est fini, mais personne dans la salle n'est tout à fait le même. Bruce ramasse sa veste en coulisses. Mélanie s'approche, son carnet toujours en main. Je n'ai jamais, je veux dire, bafouillé-elle. Merci, c'était incroyable. Bruce sourit. Pas besoin de me remercier. Harold reste près du bureau, tenant la dernière fiche, désormais inutile. Il la plie en deux et la pose. En coulisses, il rattrape Bruce avant qu'il ne parte. Monsieur Lee, dit-il, sans sa morgue habituelle. Puis-je vous dire quelque chose? Bruce se retourne. J'étais venu pour détruire un mythe, admet Harold. Mais vous n'en avez pas construit un. Vous avez bâti un pont entre la force et la pensée, entre l'Orient et l'Occident, entre l'homme et son esprit. Bruce, sans arrogance, offre un sourire doux. Alors, j'ai fait mon travail. Je vous ai sous-estimé, ajoute Harold. Ça arrive, répond Bruce sans rancune. Mais maintenant,
vous n'êtes plus obligé. Il se serre la main. Cette nuit-là, Harold fait quelque chose qu'il n'a pas fait depuis plus de 10 ans. Il réécrit sa chronique 3 fois. Le titre initial, L'homme musclé d'Hollywood parle philosophie, plus ou moins, devient un journaliste arrogant tente d'humilier Bruce Lee. Il ignore qu'il est un génie. La chronique est publiée dans des dizaines de journaux. Les lettres affluent, enseignants, professeurs, artistes martiaux, étudiants, même des gens qui n'ont jamais vu les films de Bruce, mais qui achètent désormais ses livres, citent ses phrases, partagent des extraits de l'interview. Quelques mois plus tard, Bruce Lee disparaît tragiquement, jeune, brillant, en avance sur son temps. Mais les échos de cet entretien continuent de résonner dans les salles de classe, les dojos, les cœurs du monde entier. Harold conserve l'enregistrement dans son bureau. Quand on lui demande quelle fut son interview la plus difficile, il ne répond pas. Il appuie simplement sur « play ». Des années plus tard, sur son lit de mort, il dit à son petit-fils « Souviens-toi de ce nom, Bruce Lee. Il m'a appris plus en 1 heure que la plupart des gens en une vie. » Et quelque part, entre mouvement et immobilité, entre instinct et intellect, la voix de Bruce murmure doucement. « Sois comme l'eau, mon ami. » Avez-vous déjà vu une arrogance se retourner aussi spectaculairement? Que auriez-vous fait à la place de Bruce? Dites-le nous dans les commentaires, partagez vos réactions, et rejoignez-nous pour d'autres histoires révélatrices. Merci d'avoir regardé, et à bientôt sur Ancienne Star.